Alors bonjour et bienvenue à cette table ronde Écoféminisme pratique de l'Alliance. Mon nom est Sylvette Babin, je suis directrice de la revue S. J'aimerais d'abord rappeler que cette rencontre prend place en territoire autochtone non cédé. Les éditions S reconnaissent la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes réunis. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que l'équipe de S reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. J'aimerais également remercier l'équipe de la Foire Plurale qui nous accueille encore cette année à titre de partenaire média principal. Je crois que tout le monde connaît ici déjà bien la revue S qui souligne cette année ses 40 ans. La revue est reconnue pour ses dossiers thématiques engagés dans des enjeux de société. Donc, évidemment, les questions du féminisme et de l'environnement ont largement été traitées dans nos pages. Je pense plus spécifiquement à des numéros comme le vivant, féminisme, plantes, nouveau matérialisme et plus récemment eau et agriculture, le numéro en cours. Alors, fusionner ces enjeux dans la question de l'écoféminisme nous interpelle au plus haut point. C'est donc avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui Édith Brunette, Julie Delporte, Ève Tanguy et notre animatrice Valérie Fauché-Lefebvre. Écrivaine et éditrice, Valérie écrit depuis des années sur l'écoféminisme. Elle a notamment participé à l'ouvrage collectif Faire partie du monde, réflexion écoféministe. Elle a travaillé aux éditions du Remue-Ménage ainsi que chez Éco-Société. Elle est maintenant rédactrice en chef de la revue Liberté, qui se préoccupe de littérature, de théâtre, de cinéma, de philosophie et de tout ce qui relève de la réflexion et de la beauté, ce qui n'est en rien contradictoire avec le désir de s'arrimer aux politiques dans son sens le plus large. Vous aurez compris que S et Liberté ont de belles affinités. Édith Brunette, Édith est artiste, autrice et chercheuse. Elle s'intéresse aux discours qui font et défont les pouvoirs, ainsi qu'à l'éventail des modes d'engagement politique, en particulier dans le champ de l'art. Cultivant des formes collectives de pratique, ses projets ont notamment porté sur nos relations au territoire, l'éthos entrepreneurial et la prise de parole en période de crise sociale. Elle termine une recherche doctorale en pensée politique à l'Université d'Ottawa sur les conceptions de la liberté et l'engagement politique des artistes canadiens et canadiennes. Julie Delporte est autrice et artiste multidisciplinaire. On lui doit plusieurs romans graphiques, dont Corps vivante et Moi aussi, je voulais l'emporter. Elle a également fait paraître un album jeunesse, Je suis un raton laveur, et un livre de poèmes illustrés avec des gravures à l'eau forte intitulé Décroissance sexuelle. Il lui arrive d'écrire des essais littéraires, d'explorer différentes techniques d'impression, de publier des fanzines ou encore de fabriquer des pièces en céramique. Et Ève Tanguy s'intéresse à la nature, particulièrement au cycle, au rythme, aux formes et aux matériaux qui la modulent. Conjuguant performance, vidéo et installation, sa pratique se déploie principalement autour de la figure du jardin, qu'elle considère comme un espace à la fois naturel et théâtral, ancré dans des dynamiques de pouvoir et des histoires coloniales. Les œuvres qui en découlent, irriguées par des recherches méticuleuses, abordent le colonialisme, la souveraineté corporelle, le labeur et le désir, afin de déboulonner l'hégémonie du récit occidental à l'égard de la notion de nature. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. À tous et à toutes, je vous souhaite un moment riche en réflexion écoféministe et je vous invite ensuite à aller consulter les revues S et Liberté à notre kiosque R07 à l'étage du dessous. Bon après-midi. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui.
Merci d'être là. Bienvenue à cette conversation sur l'écoféminisme comme pratique de l'Alliance. Merci beaucoup à S de nous inviter, d'accueillir du monde de liberté chez vous. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, on est plus des camarades que des compétitrices. Avant de donner la parole aux artistes qu'on a réunis ici, j'ai pensé que je devais peut-être vous expliquer, vous donner une idée de ma vision de l'écoféminisme parce que ça rassemble toutes sortes de choses, puis ça va vous donner, vous faire comprendre dans quelle perspective les gens de S et moi, on a pensé cette discussion. Donc, je vais vous dire un mot sur qu'est-ce que c'est l'écoféminisme selon moi. Donc, pour le dire simplement, l'écoféminisme, c'est cette idée selon laquelle l'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature sont liées dans la façon dont elles s'appliquent et aussi dans les raisons qui les motivent. Et donc, la lutte contre la domination de la nature et contre la domination des femmes, ces luttes-là devraient aller ensemble, devraient être solidaires et qu'on peut s'inspirer des stratégies de chacune de ces luttes pour les élargir, les partager. Donc, c'est une définition rapide. Ça implique toutes sortes de choses, mais je voudrais préciser aussi que l'écoféminisme, c'est une pensée de l'Alliance. Donc, il n'y a pas de parti avec un programme, il n'y a pas de dogme auquel on vous demande d'adhérer. Et c'est pas une pensée ou un mouvement politique qui se prétend totalitaire, englobant. On ne va pas établir de hiérarchie des luttes. Donc, c'est vraiment une pensée de la solidarité des luttes. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire que l'écoféminisme serait prioritaire par rapport aux luttes anticapitalistes ou aux luttes décoloniales, évidemment, qui vont tout à fait ensemble, selon moi, ou qui devraient aller ensemble. Ça me semble tout à fait évident. Par contre, ce qu'on souhaite faire en parlant d'écoféminisme, c'est rappeler de ne pas oublier cet angle. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça nous rappelle, l'angle écoféministe, dans cette coalition des luttes? Et à partir du moment où on considère cette perspective-là, ça nous révèle toutes sortes de choses. Ça nous invite à réfléchir à l'intime, au front de l'intime, à ce qui se passe à l'intérieur, dans les maisons. Ça déplace les luttes. Ça attire notre attention sur toutes sortes d'autres choses, le travail invisible et gratuit, évidemment, toutes sortes d'activités qui sont souvent pas considérées, pas salariées, peu valorisées. Ça entraîne aussi toutes sortes de réajustements de hiérarchie de valeurs. Ça nous oblige à revoir la hiérarchisation qu'on fait souvent dans les types de discours, les types de savoirs qu'on valorise en société. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, ça a un impact sur la façon dont on fait de l'art, dont on crée, dont on prend la parole. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous demander aujourd'hui qu'est-ce que ça change dans votre pratique des arts et dans votre vision des arts, cet engagement, ces engagements et l'union de toutes ces luttes. Qu'est-ce que ça change dans vos pratiques et dans votre vision des arts? Et je voulais préciser aussi que Sylvette Babin et moi, on a invité 3 artistes qui nous donnaient l'impression que leur démarche et leurs œuvres résonnaient avec l'écoféminisme, mais c'est un peu, c'est pas nécessairement un mot qu'elles revendiquent elles-mêmes, ou en tout cas elles le font peut-être de façon différente. C'était notre intuition à nous que ça allait résonner avec vos démarches. Mais donc, ma première question, j'aurais envie de demander d'abord à chacune, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'écoféminisme? Est-ce que ça fait partie de vos projets de création? Et si c'est pas vraiment ça le mot que vous souhaitez donner à votre engagement en art, comment vous l'appelez? Comment vous exprimez cette idée de l'alliance des luttes dans votre art? Qui veut commencer? Ben, je peux y aller, là. Alors, la réponse à ta première question, c'est non. C'est pas un terme que j'utilise. J'ai fait un peu de lecture là-dessus avant l'invitation. Je veux dire, avant même de recevoir l'invitation.
un peu par sympathie, finalement, pour chacun des deux mots qui forment le terme écoféministe. Donc, à la fois, je pense que je me reconnais autant dans un engagement écologiste que clairement dans une approche ou une pratique féministe. Je pense qu'il y a il y a des connotations au terme qui collent au terme écoféministe. Fait évidemment, dans le pire des cas, il y a une connotation, puis même une réalité des pensées écoféministes qui sont parfois un peu essentialistes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie du mouvement ou des mouvements écoféministes qui ont lié les femmes et la nature à cause d'une naissance commune, en fait, qui les aurait rejoints, mais je pense qu'on peut vraiment se rallier à d'autres versions ou d'autres visions de l'écoféminisme qui vont plutôt dire qu'il y a une convergence qui est historique, en fait, parce que, en fait, à travers l'histoire occidentale, puis en particulier à partir de la modernité, bien, il y a une scission qui a été opérée entre nature et culture, qui est vraiment fondamentale dans notre société encore aujourd'hui, puis dans laquelle bien, on a rallié les femmes à la nature, puis bon, les hommes à la culture. Puis ce clivage-là, en fait, est ce qui a permis aux hommes, et en particulier aux hommes blancs, de détruire justement tout ce qui est vivant. Donc ça, c'est la petite partie théorique. Mais pour revenir à ma pratique, ou pour aller à ma pratique, disons, je pense que toute la notion d'engagement, de lutte, puis de travail collectif, en fait, du fait qu'il faut travailler en alliance si on veut arriver à une progression sociale ou politique quelconque, puis notamment toute l'approche, justement, intersectionnelle, finalement, de l'écoféminisme qui inclut, en fait, dans ses meilleures versions, des luttes intersectionnelles aussi avec les personnes, en fait, tous les groupes qui ont été marginalisés, incluant les personnes racisées ou autochtones ou queer. Cette partie-là me parle certainement beaucoup. Puis j'essaie de la traduire, en fait, dans des pratiques qui vont justement pas être basées sur ma voix individuelle, mais sur des connexions, en fait, des tentatives de connexion constantes. Ben merci pour l'invitation d'abord. Merci d'être là. Oui, j'abonde un peu dans le même sens. En fait, je pense que c'est une des premières choses que j'ai dit quand j'ai reçu l'invitation. J'étais comme, je m'y connais pas vraiment en écoféministe, honnêtement. Mais c'est drôle parce que c'est un mot que j'ai connu, en fait, par une invitation similaire récemment. Donc, j'ai comme un peu fait des recherches et tout, mais c'est pas un mot où je suis arrivée moi-même, disons. Fait que je trouve ça intéressant que ce mot-là, en tout cas peut-être ma pratique arrive à l'esprit de certaines personnes, alors que ce mot-là n'est pas arrivé à mon esprit à moi. Cela dit, je pense que sans connaître vraiment comme le contenu théorique de ce que j'ai regardé, c'est sûr que je pense que dans ma pratique, qui découle quand même vraiment de mon vécu, des fois j'ai un peu soit de gêne ou de difficulté à comme clamer certains mots, certains termes aussi, même si je m'y identifie, je veux pas nécessairement le dire avec les mots. Puis pour moi, c'est un peu comme de facto où ma pratique est féministe parce que j'ai été comme socialisée en tant que femme, puis c'est comme impossible d'imaginer que ça pourrait être quoi que ce soit d'autre, d'une certaine façon. Donc, c'est un peu comme une posture pour moi qui est tellement fondamentale que, of course, tout ce que je fais après découle de ça. Ensuite, je pense au niveau de la relation avec la nature, c'est vraiment, pour moi, je suis dans une posture, je pense, de désapprentissage, vraiment, où j'ai grandi principalement en milieu urbain. C'est ça, j'ai grandi sur un territoire non cédé, mais je suis aussi issue de l'immigration, mais aussi d'une histoire genre de colonisateur français. Donc, je pense qu'il y a comme une tension que j'essaie d'explorer de façon très, disons, pas nécessairement authentique, mais humble et comme d'être juste comme, OK, comment est-ce que je désapprends justement ma vision de moi-même ayant pas d'impact sur mon environnement, ou comment est-ce que j'observe juste mon impact ou ma relation, ou est-ce que je suis à l'écoute ou est-ce que je suis pas à l'écoute. Puis je dirais que mon angle principal vraiment d'approche est peut-être plus... je pense que le facteur principal pour moi d'expérience de vie est vraiment d'être une personne racisée au Québec. Je dirais que mon plus grand
facteur d'oppression, c'est ça, avant d'être femme. Puis quand tu regardes les chiffres aussi, tu es vraiment comme, ouais, genre, c'est vraiment ça, systémiquement aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment plus comme cette idée de comme la décolonialité comment ça affecte, je pense, vraiment les personnes noires, les personnes racisées. C'est vraiment ça qui est peut-être plus au cœur de ma pratique. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je relate à l'écoféminisme. Merci. Moi non plus, c'est pas un terme. Je pourrais pas dire je suis écoféministe. Par contre, c'est pas la première fois qu'on fait des liens entre mon travail et ce terme-là, et dans le fond, ça me dérange pas. Je pense que c'est vraiment possible de faire une analyse écoféministe de mes livres. Puis, du coup, l'invitation m'a fait réfléchir. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Puis pour moi, j'ai pas de problème à me dire féministe. Ou ma militance, enfin, je me sens engagée dans le féminisme, je me sens engagée dans la question queer, et les deux, je les lis beaucoup. Et puis, le côté militance écologique est plus complexe pour moi parce qu'il est... je suis pas du tout une personne parfaite là-dessus. Je prends l'avion, je mange de la viande. Il m'arrive d'aller chez Ikea. Des choses comme ça. Donc, c'est un terme que, du coup, je peux pas porter, tout simplement. Mais je réfléchissais à où est-ce que je m'inscrirais plutôt. Puis, dans tout ce que j'ai un peu lu, la mouvance, en fait, où je me retrouve le plus moi-même en tant que personne, mais aussi ma démarche et mon intention dans mon travail, c'est la radical softness, qui est comme douceur radicale. À ce que je sache, ça vient quand même du mouvement queer. Puis l'idée très basique, c'est de prendre soin les uns des autres, mais aussi des marges, à savoir faire attention à ce qu'on adapte le milieu aux personnes dans les marges plutôt qu'au centre. C'est très important, mais c'est aussi tout un travail invisible qui n'est pas comme publiquement dans la rue. Puis où ça se rejoint, c'est que je n'ai pas vraiment lu de texte là-dessus, il doit y en avoir, mais d'ailleurs si vous en connaissez, c'est que moi, on dirait que dans ma démarche, je l'étends aussi aux animaux, puis aux plantes, puis aux vivants, par mon intérêt, par mon observation, par mon envie de décentrer l'humain. Voilà. Merci. Il y a tellement de choses dans tout ce que vous venez de nommer. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais c'est sûr qu'il y a une des idées fondamentales, en tout cas une des idées qui nous rassemble peut-être, qui est celle de lutter contre la domination et de décentrer l'humain, mais enfin travailler le centre, négocier le centre, donner de la place aux voix marginalisées, aux voix invisibilisées, aux vies marginalisées, oubliées, qui n'étaient pas, qui sont toujours pas respectées et défendues justement aujourd'hui. Donc, en fait, cette idée-là de revaloriser le caché ou le petit ou le précaire, ou le dominer, ça transforme quand même quelque chose dans notre vision des arts aussi. Ça nous on avait parlé dans la présentation de la discussion de renoncer au fantasme de grandeur en art. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça change dans ce que vous aimez en art et ce que vous considérez comme des œuvres intéressantes, ce renversement-là. Ben, je peux dire un mot là-dessus, mais je pense que principalement, ça m'amène à m'intéresser puis à reproduire, en tout cas, ou à chercher des pratiques qui sont assez peu valorisées dans le milieu de l'art, en tout cas sur le marché de l'art. Je pense qu'il y a
ma pratique, elle est beaucoup orientée vers le collectif, vers la création de liens, la création de paroles collectives aussi, d'événements, il y a du performatif. Donc, parce que je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, en fait, qui soit pas juste de l'ordre de la représentation. Je suis vraiment pas la seule personne qui fonctionne comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu qui cherchent ce genre de propositions-là, qui des fois se rapprochent un peu des arts vivants parce que c'est des occasions justement de quitter le monde de la représentation pour rentrer dans la création de liens concrets. Mais ce ne sont pas le genre de pratiques qui se vendent nécessairement bien. Puis je le mentionne parce qu'on est dans un événement commercial d'art, le genre d'endroit où je me retrouve jamais personnellement, et où beaucoup d'artistes ne circulent pas ou peu. Donc je pense, mais en fait ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il y a vraiment une friction en fait entre, je pense, le type de pratique peut-être qu'on essaye de cultiver, qui résonne mal, en fait, avec le genre d'attente que le milieu de l'art, en tout cas dans ses structures plus institutionnelles et commerciales, recherche. Et donc, ben, on finit par cultiver des formes de marginalité choisie, en fait. Mais je veux dire, c'est les seuls endroits où il peut se passer quelque chose. Puis peut-être que la marge aussi, c'est l'endroit où on se donne la permission d'être beaucoup plus actif, beaucoup plus affirmatif et de s'inquiéter un peu moins, en fait, du genre de résonance qu'on va avoir avec un milieu spécifique qui est le milieu institutionnel de l'art, qui est un milieu le fun à certains égards, mais où il se passe pas grand-chose sur le plan politique, sauf par rebond, finalement. Si je peux me permettre. Je pense que j'abonde encore une fois dans le même sens. Puis j'ai pensé beaucoup à ça aussi au niveau de ta question. Je ne sais pas si c'est exactement ça précisément, mais je pense que je suis vraiment aussi dans un moment où, en fait, disons que j'ai beaucoup de troubles, justement, à trouver une balance entre, justement, on est dans une foire, on est quand même dans... C'est comme s'il y a deux pans. Il y a la pratique de l'art, mais il y a aussi comme le milieu et l'industrie, tu sais. Puis elle est quand même... il y a toutes ces questions où c'est quand même basé aussi sur une idée de production, tu sais. Puis je pense que le milieu de l'art, des arts visuels, en tout cas, le contrat, tu sais, c'est que tu présentes ou t'es acheté tant que tu produis, tu sais. On est intéressé à toi tant que tu produis. Puis il y a comme toutes ces questions de labeur des artistes qui est comme pas reconnu, qui est jamais, on n'est pas rémunéré à l'heure. Donc, toute cette question aussi de valeur aussi, comme de l'art ou du travail, puis de dire qu'on peut vendre des œuvres d'art. Déjà, on est tellement inscrite dans une dynamique, justement, capitaliste que c'est comme... Pour moi, j'ai vraiment de la difficulté à allier comme, OK, pourquoi je fais ça? C'est quoi, justement, le care que je cherche là-dedans? C'est quoi, tu sais, je fais des installations, là, avec de la paille puis de la terre. C'est comme... Dans une institution muséale, c'est ridicule. Parce que les gens aiment le travail, mais dès que j'amène de la terre dans une institution qui a une collection, il faut la congeler 2 semaines pour tuer tout ce qui est vivant à l'intérieur, tu sais. Parce que tu peux pas avoir des insectes, tu peux pas avoir de la contamination. Donc, même l'idée de mon travail, en fait, comme à l'essence, il faut que je la tue avant de pouvoir comme l'exposer puis en parler, tu sais. Donc, je suis quand même vraiment tout le temps dans une espèce de... Je sais pas si c'est une ironie ou comme une... Donc, je sais pas, je n'ai pas de résolution en ce moment. Je pense que c'est des questions qui sont vraiment... C'est les miennes, mais c'est aussi celles de vraiment beaucoup d'artistes. Donc oui, de faire de la performance, par exemple, d'être dans le vivant, d'être dans le lien. C'est vraiment pour moi des questions où, OK, comment est-ce que ça peut être ce qui me motive, ce qui me mène, ce qui comme fait que je crée des communautés autour de moi, que j'en prends soin aussi, que je prends soin de moi-même, mais que je suis très consciente qu'il faut aussi que je fais aussi partie d'un espèce de système ou un espèce de jeu où comme c'est pas que c'est ça, faire de la performance ou faire ces choses-là ou des installations qui ne se répètent pas, se traduisent pas en sustaining myself, like physically and financially. Donc, c'est ça, il y a un peu comme cette balance qui est... Je sais pas si c'est possible. Veux-tu intervenir là-dessus, Julie, aussi? Moi, je fais de la bande dessinée. Alors déjà, le terme, c'est ça, je suis ici, en tout cas, dans une certaine marge.
et même au sein de la bande dessinée, on me dit parfois que je fais pas de la bande dessinée, donc je me sens un peu... Mais ce qui m'intéresse beaucoup, moi, je travaille surtout avec le dessin, en fait, même si dans ma pratique un peu plus dans l'espace, j'ai exploré la céramique ou l'impression, mais le dessin, ça reste quand même ce que je fais le plus, et avec l'écriture. Et en fait, ça m'intéresse de voir les dessins de tout un chacun qui ne dessinent pas d'une manière professionnelle, que ce soit des enfants, des adultes. Et j'ai du mal à les hiérarchiser. Parfois, c'est comme si, même je vois bien que ça fait longtemps que je travaille, par exemple, au crayon de couleur. Donc, quand je fais des œuvres au crayon de couleur maintenant, ça vient avec tout un savoir-faire, une technique, mais j'ai encore l'image de moi qui dessine dans mon carnet au début de ma pratique de manière très autodidacte. Et puis, vraiment, je souhaite que mon travail garde... on m'a souvent dit que ça donnait envie de faire de l'art quand on lit... je fais du fanzine aussi. C'est que je me suis professionnalisée. Je vis aujourd'hui mon art et il y a tout un engagement où c'est 100% de ma vie professionnelle, c'est de l'art. Mais je pratique quelque chose où j'ai envie que les gens se disent « Ah, je vais faire la même chose », même si ces gens qui voient ça n'ont pas de désir professionnel artiste. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Tu déplaces un peu l'art, tu l'enlèves de son piédestal un peu. Oui, c'est ça, mais tout en respectant le fait que des personnes qui sont artistes avec un engagement très important, il faut le reconnaître, mais je ne veux pas qu'il y ait une hiérarchie de ça c'est de l'art, ça c'en est pas. Voilà. Est-ce que je serais curieuse de vous entendre parler des obstacles, justement? Est-ce que vous vous faites beaucoup dire, j'entends que vous avez des projets qui ne correspondent pas aux attentes. Je sais que tu as dit que tu t'es fait dire que ce n'était pas de la BD, ce que tu fais. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de résistance à ce genre de démarche? Est-ce qu'il y a un backlash? Je pense pas un backlash. Je pense qu'il y a un intérêt... Si je pense au niveau institutionnel, en tout cas, là, qui est peut-être celui dans lequel j'ai plus navigué dans les dernières années, je pense que, de facto, les conversations qu'on a au niveau de la société, puis le fait que, maintenant, tout le monde est un peu genre dans les éco-anxiétés, puis tout ça, donc, c'est quand même un sujet qui est très de l'avant, qui est très comme actuel. Donc, je pense que, of course, les institutions veulent refléter ça, puis les commissaires avec qui on travaille, tous sont intéressés là-dedans, mais il y a quand même toujours un peu c'est peut-être une période d'adaptation où justement, OK, on adore ton travail, t'as de la terre, puis c'est comme, ben oui, tu l'as vu, le travail des plantes, puis là, c'est comme, OK, comment est-ce qu'on amène ces choses-là dans un lieu qui a ses propres codes, ses propres fonctionnements, justement, puis qui est comme... qui accepte certaines formes de vie, mais pas d'autres, là. Certainement pas du non-humain, ou plus qu'humain. Donc, je pense moi, comment je le vis, c'est une période d'adaptation, souvent, qui m'étonne quand même, parce qu'on dirait qu'à chaque fois, il y a comme toujours ce processus d'adaptation-là, qui fait que moi aussi, j'apprends à travailler différemment, où je prends des décisions différentes aussi. Par exemple, comme faire ce petit mur de cob, ça a l'air de rien, mais ça prend une semaine de comme... de tourner genre de la terre puis tout ça. Donc, il y a quand même une question de mon labeur physique aussi, ma présence aussi, puis comme le rendement. Ouais, je pense que moi, comment je le vois, c'est une période d'adaptation, puis je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dedans aussi. J'espère juste qu'il n'y aura pas de revers de comme retourner à quelque chose de plus conservateur. J'espère que ça s'en va vers changer les méthodes, changer l'impression de même... C'est quoi acquérir une œuvre? Qu'est-ce que peut être une œuvre? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être préservé? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être conservé? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être montré? Tu sais, comme toute la vie aussi, de comment est-ce qu'on peut conserver justement des traces d'art vivant, par exemple, ou ces choses-là. Donc, ouais. Ouais, si je peux me permettre, moi, je trouve ça bien intéressant ce que tu racontes avec la terre qu'il faut que tu congèles. Puis ça me fait juste me demander, en fait, comment ils fonctionnaient les artistes
de land art, genre dans les années 60, qui se sont mis à introduire comme plein de vivants dans les galeries, puis où je suis absolument certaine que personne n'a jamais dit il faut que tu congèles ton cheval avant de le rentrer dans la galerie. Mais tu sais, parce qu'on est dans un système clairement, bon, institutionnel, capitaliste, mais on est aussi dans un système d'assurance. C'est quelque chose que tu avais comme nommé dans tes notes là, quand tu nous as envoyé la préparation. Puis l'emprise que les assurances ont sur nos vies est incroyable, et notamment dans le champ institutionnel. Mais bon, on comprend qu'il y a des raisons aussi de préservation des autres œuvres autour, puis c'est correct. Ta question, c'était les obstacles, c'est ça? Oui. Moi, j'ai l'impression que présentement, il y a un foisonnement de pratiques que je trouve vraiment très exaltant dans le milieu de l'art, y compris dans des institutions muséales qui n'étaient pas du tout perméables à ça il y a quelques années à peine. Ça accompagne plein de changements politiques aussi qui visent davantage d'inclusion pour des bonnes et des mauvaises raisons. Puis, quand je dis mauvaises raisons, je veux dire que clairement, c'est pas les institutions qui ont pris le leadership là-dessus. Mais ça amène en fait un renouveau des perspectives parce que les pratiques des personnes qui ont été marginalisées ne sont pas les mêmes que les pratiques des personnes qui ont eu les accès à la visibilité, en fait, historiquement. Fait que ça permet, en fait, de détourner le regard de pratiques qui ont mis beaucoup d'attention sur l'individu, sur encore la figure du génie qui est encore présente aujourd'hui, même si ça fait comme 2 siècles de ça qu'on a créé le concept. Et donc, d'introduire des pratiques qui sont plus collectives, qui sont plus poreuses, qui prennent peut-être d'autres formes de risques. Puis ça, sur le plan politique, je trouve ça hyper porteur, puis j'espère que ça va durer, en fait. Fait que je suis plus... en tout cas, je suis plus enthousiaste présentement que... Même si les obstacles perdurent, j'ai l'impression qu'ils lèvent un peu, là. Oui, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Je sais pas si j'ai quelque chose à dire. Sur les obstacles, non, t'es pas obligé. Non. Des fois, on est tanné de parler des obstacles. Non, mais c'est parce que, oui, c'est vrai que souvent, je tombe toujours entre les cracks. Par exemple, c'est pas de la bande dessinée, donc je vais pas être sélectionnée dans les prix de bande dessinée. Bon. Mais ou parfois, je vais entendre des propos dévalorisateurs ou patriarcales sur ça, c'est de l'art populaire, ça, c'est pas ça. Mais moi, je me considère hyper chanceuse, en fait, parce que je suis invitée ici, mais je ne suis pas vraiment une artiste visuelle, mais je suis aussi invitée au Salon du Livre, et on me dit que je ne fais pas vraiment de la BD. Genre, j'aime bien parce que je peux aller un peu partout. Donc, voilà, je préfère ça plutôt que d'être dans une case puis d'avoir des prix parce que je corresponds exactement aux attentes techniques de ce qu'on veut. Là, je parle de moi, mais... C'est fou comme les artistes, on se trouve toujours chanceuse. Chaque fois qu'on a inventé notre propre chemin, on se dit « Ah, je suis tellement chanceuse d'être là. » En même temps, c'est énormément de travail. Vous avez été plusieurs à évoquer cette espèce de paradoxe. Tu parlais du land art, puis c'est vraiment intéressant la situation que tu décrivais tout à l'heure, Ève, dans laquelle tu dois tuer le vivant que tu veux faire vivre, amener dans le musée. Donc, il y a ce paradoxe. Il y a comme un fantasme. Je ne sais pas à quel point c'est réalisable. En art, on voudrait être dans le care aussi. On voudrait faire des œuvres qui non seulement ne sont pas de la destruction, mais résistent à la destruction et nourrissent le monde et contribuent à prendre soin du monde. Mais en même temps, on dirait que des fois, on perd toute confiance en l'humanité, puis on a du mal à s'extraire on ne peut pas s'extraire complètement de cette société. Donc, forcément, on fait aussi des choses qui sont de l'ordre de la production et de la consommation. Est-ce que vous arrivez à prendre soin du monde dans vos œuvres parfois? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Comment on peut s'approcher de ça? Y arrivez-vous? Tu veux dire du monde comme les humains ou les le deux, monde, c'est flou, c'est volontairement flou. Prendre soin de la vie.
On dirait qu'on est tous en interrogatoire, genre. C'est des questions difficiles. Moi, je pense que, honnêtement, là où je trouve qu'il y a le plus de soin dans ce que je fais, c'est. Je pense qu'il y a cette idée qui, comme, traverse les œuvres, mais en réalité, c'est vraiment des moments, puis c'est comme des. J'ai juste le mot pocket ou pochette me semble un drôle de mot. Des bulles. Puis des moments de communauté que je réussis à créer, surtout comme à travers, par exemple, soit un plus gros projet spécifique où j'ai une équipe, mais souvent comme à travers les projets de performance que je fais où là, tu es vraiment comme corps à corps, puis humain à humain, puis souffle à souffle et comme en conversation, soit par le corps, soit avec nos rires, nos mots. Donc, je pense que de créer ça, pour moi, c'est vraiment là où je tire le plus. Puis, dans comme les occasions que j'ai de... C'est vrai que des fois, je suis vraiment chanceuse quand je suis comme, je suis à Florence en ce moment en train de rencontrer d'autres Italiennes afro, puis j'ai juste une invitation pour discuter de leur expérience. Il y a quand même quelque chose où tu te dis, OK, là, toutes les énergies que j'ai mises, c'est ça que je veux. Comme il y a quelque chose de vraiment comme ces énergies-là ont créé ce moment-là. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a d'autres, je pense, moments où, après, pour revenir à cette idée de tuer le vivant, ben c'est peut-être des décisions à prendre ou être comme, OK, ben peut-être que ce type d'institution-là qui ne peut pas recevoir ça, en fait, c'est peut-être à moi de prendre la décision d'être comme, alors je ne peux pas faire ce type de travail-là dans cet endroit-là, mais je peux le faire, par exemple, dans un centre d'artistes qui n'a pas de collection puis qui sont fous puis qui est comme, il y a des insectes, peut-être. Donc, je pense aussi que le type de... Ou, le land art, justement, c'était à l'extérieur. C'était pas l'idée de... Mais ça change le travail aussi. C'est pas le même travail si cette œuvre-là, si elle n'était pas à l'intérieur des murs d'université, elle n'aurait pas le même sens non plus. Elle prend un certain sens puis un poids parce qu'elle est là, t'sais. Donc, je pense aussi qu'il y a ces questions-là à observer. Mais pour moi, ouais, je pense que le soin, le care se passe vraiment comme dans des petits... plus des petits moments. Puis pour moi, c'est vraiment comme... Pas que c'est parfait, mais ça donne l'occasion d'avoir comme une espèce de microcosme où tu es comme, OK, comment est-ce que je suis capable de déconstruire les comportements plus nocifs, plus toxiques que j'ai, puis comment est-ce que dans ce lieu-là donné, on est capable d'imaginer des façons d'interagir différemment entre nous, mais aussi avec notre environnement, puis avec les matières qu'on utilise. Puis dans le type de travail que je fais, ben si je fais une installation, puis qu'au final, ben toute la terre, je peux la domper dans un jardin, puis que je sais pas, certains trucs qu'on peut reprendre, puis que j'ai souvent, tu sais, je finis, puis j'ai une petite boîte, j'ai pas vraiment créé tant d'objets, j'ai pas vraiment créé de déchets, tu sais, donc moi, c'est aussi une décision que je prends dans comment je travaille. C'est sûr que c'est pas rentable, mais je trouve que ça s'aligne quand même plus avec ma vision de comme pas juste participer à créer plus d'objets tout le temps qui vont comme venir mourir dans une foire ou je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que, c'est ça, il y a plein d'aspects importants quand on commence à réfléchir en termes de soins ou d'éthique de la relation. Puis, il y a ça, il y a tout le soin par rapport au monde, par rapport au vivant, qu'est-ce qu'on produit comme déchets, qu'est-ce qu'on consomme. Notre rapport au productivisme, au consumérisme est vraiment fondamental. Il y a aussi prendre soin de soi, en fait. Je pense qui est vraiment une question cruciale dans le monde de l'art. Je sais pas, je me demande s'il faut que je dise spécialement maintenant, parce que j'ai l'impression que ça a toujours été le cas, mais il y a des moments de crise aussi, puis on est clairement dans un moment où ça va pas très bien dans le monde de l'art pour les créateurs et les créatrices, parce qu'on manque de financement, puis donc... Je pense que c'est la question de voir jusqu'où tu vas dans l'investissement personnel ou dans le sacrifice. C'est un autre mot très romantique, mais qui traîne un peu au derrière de l'art là, depuis une couple de siècles. L'art, c'est le lieu du sacrifice. Et du sacrifice personnel, ben, à un moment donné, est-ce que ça peut être un lieu aussi où on prend soin de soi, où on s'assure d'être d'abord bien dans notre pratique, puis que nos amis puis nos collègues
sont bien dans leur pratique aussi, puis notamment sur le plan juste financier et du quotidien, pour arrêter d'être dans une situation de précarité financière et parfois de détresse aussi. Pour moi, ça, c'est une question quand même assez fondamentale si on parle de soins, là, du vivant. On est vivante. Oui, c'est beau. Je me souviens plus encore de la question initiale. C'était... On parlait de l'espèce de paradoxe. Est-ce qu'on peut prendre soin? C'est ça, ben, ma pratique demande la production de papier. C'est pas forcément le truc le meilleur. Je peux me rassurer, me consoler en me disant que mon éditeur a fait le choix d'imprimer au Québec, qu'il ne pilonne pas des livres, ce qui arrive souvent. Le pilon, c'est-à-dire si ça n'a pas assez vendu, on fait juste jeter, brûler les livres. Je ne pense pas qu'on les brûle, mais en tout cas, c'est gâché. Jeter. C'est même pas donné, là. Mais ça, c'est une pratique qui existe chez les gros éditeurs ou même chez de plus petits éditeurs, parce que ça coûte cher d'entreposer des livres. Donc, à un moment donné, l'éditeur, s'il n'en vend pas, il dit « bon, ben là, on va juste s'en débarrasser ». Donc, c'est des petites pratiques que mon éditeur fait, mais enfin, moi, là-dedans... Par contre, c'est sûr que, comme je disais au début, quand j'aime ce terme de radical softness, c'est vraiment avec ça en tête que j'écris, que je dessine. Aussi bien le dessin ou le contenu, il y a quelque chose d'un care, mais total, là, de prendre soin du monde humain. Mais bien sûr, plus de... c'est ça, mais de prendre soin aussi, pas seulement en caressant dans le bon sens du poil, mais aussi en faisant réfléchir les gens. Puis l'idée, c'est que tout le monde, à la fin, que les gens aillent mieux. Mais je le fais en tout cas avec cette démarche-là, pour que la société, pour qu'il y ait plus de bien-être pour tout le monde à la fin. Merci. Le pilon, c'est même une pratique qui était classiquement encouragée par les subventionneurs. Là. Oui, parce qu'il fallait prouver qu'on avait un bon roulement comme éditeur, donc on était fortement incité à imprimer beaucoup et à pilonner beaucoup. Je pense que ça change quand même. Merci. J'ai peut-être une dernière question, mais après, on pourrait ouvrir s'il y a des gens qui ont envie d'intervenir. Je me pose la question de la transmission. En fait, j'imagine que vous avez déjà dû travailler fort pour retrouver des traditions artistiques qui n'étaient pas mises de l'avant dans les corpus classiques, qu'on ne vous enseignait pas nécessairement à la base et que vous vous êtes identifié à des traditions qui ont été... qu'on a invisibilisé. Je me demande comment on fait pour transmettre aujourd'hui encore des pratiques comme celles auxquelles vous vous intéressez, le travail avec la matière vivante ou avec des choses faites à la main. Est-ce qu'on n'est pas en train de souvent, les féministes font ça, on est des marginales qui travaillons avec des marginales, puis on se précarise sans cesse. Donc, je me demande comment faire pour transmettre, faire voir, faire valoir ces choses-là sans avoir une vision classique des corpus du pouvoir et de la reconnaissance. Là. Comment on fait pour transmettre ça? C'est une maudite bonne question. Je sais pas, moi, présentement, j'enseigne. Je trouve que c'est un terrain absolument magnifique pour être dans la transmission à un degré, en fait, que j'expérimente très peu comme artiste, en fait. J'ai l'impression que comme artiste, il y a des récits qui circulent, par exemple. On parle les unes les autres de nos projets ou des projets d'autres personnes qu'on a vues. Tu sais, comme une genre de rumeurs, mais de mythologie aussi qui est intéressante. Il y a une transmission qui passe pas nécessairement par l'objet puis qui se fait à l'extérieur des institutions. Puis oui, il y a une forme de marginalisation là-dessus, mais je pense qu'on s'entre-valorise les unes les autres et les uns les autres à travers la parole. Mais pour revenir à l'enseignement, je pense que c'est vraiment un lieu et un moment absolument privilégié où là, on peut vraiment rentrer dans des discussions puis une transmission qui va dans tous les sens aussi, là, qui n'est pas juste
déverser un savoir comme prof, mais d'écouter aussi des idées qui émergent chez d'autres personnes. J'aime bien l'enseignement, ouais. Je pense qu'il y a une tension quand même intéressante dans la marge, parce que la marge permet de travailler des choses qu'on ne peut pas travailler en dehors des marges. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'organique là-dedans, puis que les deux doivent comme coexister d'une certaine façon. Ces temps-ci, je pense beaucoup à justement, OK, c'est quoi justement faire de l'art comme en dehors, par exemple, d'une institution ou d'un lieu. Tu sais, comment est-ce que, par exemple, je suis allée à Charger à la Biennale, puis il y avait beaucoup de projets où, dans la production, dans le cœur, c'était pas juste, ah, voici le sujet, c'est comme les gens dont on parle sont vraiment comme les faiseurs de ce projet-là, puis sont aussi les gens qui en bénéficient ou qui reçoivent comme principalement, qui sont les premiers comme à la frontière du retour de ce projet-là. Donc, peut-être des approches plus comme ça, comme, je ne sais pas encore en quoi, mais quelque chose de peut-être plus ancré, plus social, puis peut-être faire des ponts aussi, des fois, entre d'autres. Tu sais, je pense que c'est une difficulté, des fois, de, comme tu dis, on s'encourage entre nous, mais des fois aussi, on est un peu dans un echo chamber, là, je pense. Puis, je pense que c'est important d'en sortir. Moi, mes commentaires vraiment préférés, l'autre jour, je travaillais aussi dans une salle de concert, vie d'artiste, et la barmaid était comme... Eve, j'adore regarder tes posts, je comprends absolument rien, c'est vraiment pas mon milieu, genre, I love seeing your weird shit, genre, c'est ça qu'elle m'a dit, puis elle était comme, ça m'apaise vraiment, genre, I don't get it, mais ça m'apaise, puis j'étais comme, c'est parfait, genre, puis c'est ça que je veux que quelqu'un qui en a rien à battre, normalement, genre, elle prend comme 2 minutes dans sa vie, ça l'apaise, ça a comme régulé son système nerveux, je veux dire, il y a rien que je peux demander plus fort que ça, tu sais, donc... Ouais, je sais pas. Je pense que c'est important de changer aussi les types d'institutions, puis cette idée de porte, puis même la physicalité des lieux aussi, pour que ça soit un peu plus invitant, que ça soit un peu moins comme... ouais. Ouais, ça me parle l'idée de donner envie, en fait. C'est comme se revaloriser. Par exemple, si on travaille avec la douceur ou la vulnérabilité, ou essayer d'en faire quelque chose de cool, quoi, de donner envie aux gens. Je ne sais pas comment finir ma phrase. Ouais, je sais pas, par exemple, ça me fait penser au début... queer, c'était une insulte. Maintenant, queer, c'est génial. Je pense que tout le monde aimerait être queer. Mais c'est un peu ça. Je pense que j'ai envie de transmettre comme, ben oui, venez là, soyez éco-féministe, ou soyez écolo, soyez féministe, soyez queer, soyez doux, soyez vulnérable. Puis si je l'incarne d'une manière... vrai, radical, c'est peut-être le mot, j'ai l'impression que je vais donner envie aux gens de le faire aussi. J'espère. Merci. J'ai oublié de dire qu'on voyait vos œuvres défiler. En fait, j'imagine que tout le monde a compris, mais vous pourriez aussi réagir à ce que vous avez vu depuis le début de la discussion. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires? Il y a un micro derrière. Merci. Je suis juste curieux de savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans l'écologie politique? Peut-être une question hors du champ de l'art, en tant que citoyenne, parti, mouvement, groupe d'action. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le champ de l'écologie politique en 2024? Tu veux dire des groupes dans lesquels on se reconnaît, maintenant? Ouais, c'est ça. Ou dont vous avez même fait partie directement, ou dans lesquels vous êtes impliqué? Ben, je sais pas. Présentement, c'est comme tellement fragmenté, les luttes écologistes, que n'importe quelle lutte qui émerge, je suis comme yes. Mais peut-être un groupe que j'avais trouvé intéressant, juste parce que c'est des gens que j'ai rencontrés il y a pas très longtemps, puis qui font la jonction entre art et écologie, ou art et activisme climatique ou écologique. C'est un collectif de Toronto qui s'appelle Beyond Extraction. Ils sont assez intéressants. En fait,
ça fait se rencontrer des artistes, mais aussi des chercheuses, des autrices. Bon, je nomme le féminin, je pense que c'est mixte, mais qui ont une pratique qui est proche de l'enquête, en fait, puis dans laquelle ils essayent de vraiment voir comment fonctionnent les pratiques extractivistes, en fait, des industries extractivistes au Canada. Puis le fait qu'il y ait une part d'enquête dans leur travail veut dire qu'ils nomment des gens, ils pointent, ils donnent des statistiques, ils dénoncent avec vraiment oui, sans crainte de vraiment pointer du doigt des individus et des entreprises et des politiques qui sont hyper problématiques. Et ça, je pense que, si je reviens à la question des obstacles, pour moi, c'est un des gros obstacles de l'art à partir du moment où on veut avoir une pratique qui se veut engagée ou qui veut toucher à des enjeux sociopolitiques, c'est qu'on a tendance à rester beaucoup dans l'abstraction, pointer vers des situations et encore plus vers des institutions et des personnes avec des noms, ça se fait pas, en fait, ça se fait absolument pas. Sauf que le politique doit passer par ce geste-là de nommer et d'être clair. Donc, le Beyond Extraction, j'ai trouvé intéressant pour ça. Ouais. Moi, je pense qu'une des seules choses qui m'a fait du bien depuis octobre, c'est juste d'aller marcher pour la Palestine. Je pense de juste comme que mon corps soit avec celui de d'autres personnes. Puis je pense que c'est la seule chose qui me faisait un peu sortir de comme aussi le disconnect, d'être comme safe, mais de regarder des horreurs comme inouïes. Je pense que d'avoir cette espèce de rituel, d'une certaine façon, comme que ça soit tous les week-ends, que ça soit ponctué, que tu vois les mêmes personnes, malheureusement. Heureusement, les mêmes personnes, mais ouais, comme de chanter ensemble, de comme parler ensemble. Je pense de juste comme voir qu'il y a encore une expression physique de la volonté de résister. Je pense que ça a été comme pour moi la seule lueur, là, disons. Ouais, je ne sais pas quoi dire, mais je pensais parce que je ne sais pas s'il y a des politiciennes canadiennes, québécoises qui se revendiquent de l'écoféminisme, mais en France, il y en a eu une. J'allais dire, j'espère que non, mais Ah ouais? T'espères que non? Ouais. j'espère qu'il y en aura beaucoup. Il y en a une en France, puis j'ai oublié son nom parce que je suis très mauvaise avec les noms. Et elle s'est fait virer du Parti vert par le chef du Parti vert. En tout cas, et c'était une femme, je suis désolée de ne pas avoir son nom, mais en plus, elle s'est beaucoup battue pour les violences, pour la reconnaissance des violences sexuelles dans le milieu politique. Ça dit à quelqu'un, peut-être quelqu'un sait son nom. Non. C'est Sandrine Rousseau. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si... En tout cas, donc, je ne crois pas que la politique est rendue là à comme... intégrer les deux. Mais c'est l'idée que j'ai de la politique. Après, tu as nommé des groupes qui sont moins. Pour qui on vote pas là, directement. Mais... Oui, toi, tu es dans la politique institutionnelle, mais en fait, la politique, c'est nous dans la rue d'abord. Oui, c'était ça la question plus. Ouais. Je peux-tu répondre aussi? Je trouve ça vraiment frappant. En fait, toutes les trois, vous avez nommé 3 luttes dans lesquelles il y a vraiment un gros défi de liberté d'expression. C'est marquant. Et pour parler de la Palestine, c'est coûteux. Parler de l'extractivisme, demander aux militants autochtones, vous allez être automatiquement criminalisés au Canada si vous parlez de ça. Dénoncer les violences sexuelles, évidemment qu'on a vu les vagues de punitions qui s'abattent sur les femmes qui le font. Donc, je trouve que c'est intéressant comme artiste. On voit que ça peut valoir la peine de joindre notre voix à ces mouvements-là. En fait, les gens qui maîtrisent l'art de l'image, l'art de la parole, on peut appuyer des gens qui seraient bâillonnés sinon. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être là, je pense. J'aurais probablement dit les mêmes... les mêmes causes. En plus, l'extractivisme, je trouve ça intéressant d'en parler dans un contexte écoféministe parce que on pense tout de suite, les gens savent que c'est la lutte à l'extractivisme, c'est une lutte écologiste, ça semble évident. On voit tout de suite aussi en quoi c'est une lutte décoloniale, mais
je pense que les femmes devraient vraiment se mobiliser, toutes les associations de femmes, les groupes de femmes, les femmes qui font de la politique. C'est vraiment un enjeu politique. L'extractivisme, c'est un modèle sexiste, un modèle de développement sexiste aussi. Donc, en tout cas, je trouve que toutes les femmes qui ont un engagement politique féministe, mais qui n'ont pas nécessairement d'affinité avec l'écologie ou qui se sentent pas, qui n'osent pas le dire, pourraient prendre la parole dans ce contexte-là en tant que féministe. Ça serait vraiment bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais ça me fascine. Je reviens à ce que vous avez dit au début sur cette difficulté de se nommer, de s'ancrer dans un mot, ou tu disais, Édith, de ne pas pouvoir porter un thème parce que tu manges de la viande, par exemple. C'est moi qui ai dit ça. Ah, c'est toi, excuse-moi. Et je me disais, et pourtant, donc tu as dit ça, mais pourtant tu dis, à la fin, tu dis, soyez écoféministes. Et je me disais, est-ce qu'il y a une possibilité de porter des thèmes? Je sens une gêne d'être étiquetée dans le féminisme, dans l'écologie, pas seulement vous, là, en général. Est-ce qu'il y a une possibilité de quand même porter ce thème-là et d'être un peu plus radical, c'est-à-dire de pousser un peu plus loin nos volontés de prendre soin du monde, tout en étant dans la bienveillance? Est-ce qu'on peut être radicalement bienveillant? Ben oui. Non, mais la bienveillance est une forme de radicalité. Je pense que c'est aussi ce qu'affirmait Julie, là. Parce que la bienveillance est vraiment en porte-à-faux avec l'éthos du monde dans lequel on vit, qui est un monde de compétition et de destruction, en fait. Ça va prendre beaucoup de bienveillance pour réussir à changer la société qui nous a menés au bord du gouffre, là, puis dont il faut vraiment rapidement s'éloigner. Oui, parce que en fait, la bienveillance, c'est ce qui permet de créer des alliances, justement, des formes de travail non compétitif qui sont à la base des luttes politiques, d'abord. C'est ce qui permet aux gens qui sont en situation précaire puis en situation de marginalité de survivre, en fait, justement en œuvrant dans des solidarités puis dans du soin mutuel. Je vois aucune contradiction dans les termes, vraiment pas. Après, il faut choisir ses ennemis. Peut-être c'est ça la question qui est sous-entendue, c'est-à-dire bienveillance ne veut pas dire bienveillance à l'égard des personnes qui sont le problème, en fait. Donc, ouais. Est-ce que J'ai encore d'autres t'as encore questions. une autre question? Ouais, c'est ça. Ben, voulais-tu répondre? Est-ce que... Peux-tu répondre à ça? Non, Je crois que... OK. Mon autre question, peut-être que c'est plus Ève qui va se retrouver dedans, c'est que j'étais dans un autre colloque hier sur l'écoféminisme. Il est arrivé avec un peu les mêmes conclusions sur, tu sais, on s'intéresse en art de plus en plus au vivant. On expose le vivant, on travaille avec le vivant, on travaille avec les plantes, on travaille. Et cette espèce de paradoxe de ne pas pouvoir exposer correctement ce vivant-là dans les institutions. Je me demande qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il va toujours falloir congeler tes œuvres? Est-ce qu'il va toujours falloir nier une partie de ton travail pour aller... Et je comprends, et là, je me dis à un moment donné, c'est vrai que d'abord, prendre soin de soi, faire des choix, décider où on expose, c'est peut-être pas toujours possible non plus. Alors, comment on fait pour pousser les institutions à dire, d'une part, est-ce qu'on pousse les institutions en se disant, c'est-tu si important la préservation des œuvres, des autres œuvres, pour faire en sorte qu'on ne doit pas les détruire avec nos petites bébites, parce qu'on a décidé de s'intéresser à d'autres choses, d'une part. Et d'autre part, est-ce qu'on ne devrait pas être encore une fois plus radical en disant, bien, n'y allons pas,
avec ses œuvres. Pourquoi exposer ces œuvres-là dans des institutions et dans des musées? Peut-être qu'il serait temps de trouver d'autres façons de faire qui est toujours dans la compréhension que c'est peut-être pas toujours possible. Mais comment on deal avec ça? Je pense que tu as raison. Donc, peut-être que c'est le moment d'aller ailleurs. Mais je pense aussi que moi, je perçois ce travail-là comme une partie d'un travail plus large. Tu sais. Puis, OK, peut-être que c'est pas le vivant comme tel, mais en même temps, oui, comme tu vois, au Musée des Beaux-Arts de Québec, j'ai mis de la terre qui a été congelée, puis elle a quand même germé parce qu'elle était contente d'avoir été congelée, puis là, il faisait chaud, puis elle était comme... Brrr! Puis... il y a quand même eu de la vie, en fait, puis il y a eu de la vie aussi que les gens apportent, puis... Bon, après, je pense que moi, comment je le vois, c'est une occasion où c'est une porte de réflexion, en fait. C'est un moment où les gens rentrent puis signent un contrat qui est différent de celui de la vie quotidienne. C'est celui de, OK, est-ce que je décide de prendre le temps? Est-ce que j'ai un langage qui est différent de celui de la vie de tous les jours? Puis, tu sais, on peut aller dans des propositions, puis de la spéculation, puis dans l'imaginaire, puis dans les possibilités, tu sais. Donc, pour moi, cet espace-là a été créé, il est offert. Tu le prends pas, t'en prends des éléments, t'en tires d'autres, tu sais. J'avais même pas réfléchi, puis c'est une portion du travail qui est à faire à l'extérieur aussi, tu sais. Ça peut pas s'arrêter là. Je pense que si c'est seulement ça, ben il y a peut-être une forme de complaisance. Là, je parle de moi. Mais je pense en général aussi, effectivement, peut-être que après, la question est, OK, comment est-ce que je poursuis aussi ces réflexions-là, puis ce travail-là à l'extérieur des institutions? Puis comment est-ce que les institutions le poursuivent aussi? Par exemple, pour moi, une institution qui veut parler de décolonialité, puis de la violence de la terre, puis de la violence des frontières, pour moi, si j'apprends que cette institution-là maltraite ses employés ou que je vois souvent dans les institutions, ben les seuls employés de couleur, c'est des gardiens de sécurité. Tu sais, pour moi, ça dit, OK, c'est quel type d'institution, c'est quel type de labeur, c'est quel type de hiérarchie qui est imposée ici. Tu sais. Donc, je pense que ce travail-là, justement, de décolonialité, d'écologie, de comme respect du féminisme, de tout ça, va comme dans toutes les sphères de ces endroits-là, puis dans toutes les sphères de nos méthodes de travail, puis de nos approches de travail aussi. Tu sais. Donc, moi, j'ai ma méthode de travail en tant qu'artiste, puis après, ben, il y a les méthodes des lieux qui reçoivent ça aussi. Puis je pense qu'elles sont en ce moment très en match de boxe, là. Mais tu sais, pas juste de façon négative ou conflictuelle. Ben, il y a du conflit, mais je pense aussi qu'il y a comme des désirs de changement puis de mouvance. Puis je pense que ça push and pull, puis tant mieux. Ouais. Edith, je suis d'accord avec toi par rapport à l'association écoféministe qui apparaît comme négative dans le fait que ce soit trop essentialiste. Je suis d'accord. Certains Ouais, je sais, écoféministes. mais d'une certaine façon, c'est dommage parce que moi, je pense qu'on peut se dire écolo et féministe, mais que la jonction des deux entraîne ce côté essentialisant du féminisme dont on essaie de se dégager depuis un bon bout de temps. Et je pense à des artistes aussi du land art, mais qui ont été les premières à faire des œuvres écologiques. Je pense à Nancy Holt avec ses tunnels de soleil. On aurait bien aimé voir l'éclipse là-dedans. Ça aurait été extraordinaire. Puis Julie, par rapport aux vivants et aux auteurs que tu disais, ben, qu'est-ce que je pourrais bien lire? Probablement que tu la connais, mais moi, c'est comme ma figure fétiche ces temps-ci, c'est Haraway. Ben oui, je me disais à ce qu'elle va dire, Donna Haraway. C'est Haraway qui dit que nous sommes tous du compost. C'est ma guide spirituelle. Mais c'est très bien. Et tout son cercle autour d'elle. Mais je pourrais t'en donner d'autres références si tu veux. Mais je pense que Haraway est une image assez emblématique du féminisme et de l'écologie.
en Ouais, même temps. c'est vrai. Mais d'ailleurs, je regardais avant, j'ai regardé très vite fait sur Internet, savoir si elle-même disait le terme écoféministe. J'ai pas trouvé. J'ai vu des bios d'autres gens qui disaient d'elle qu'elle l'était, mais je sais pas si elle l'a. Je l'ai jamais vu dans ses ouvrages. C'est un mot qu'on disait plus. Hein. Ça fait 10 ans qu'on a recommencé à le dire. Puis c'est un mot qui est très situé dans le temps et dans l'espace aussi. Donc, je pense qu'on n'y est pas obligé. Mais Mais pour en fait, l'essentiel- on peut décider de le reprendre et puis de le redéfinir, de se dire qu'est-ce qu'on veut que ce soit aujourd'hui. C'est pas forcément. Ouais. Comme le queer, oui. Mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple, dans la jonction, en fait, de écologie et féminisme, en fait. Moi, la question que je me pose, puis qui fait que j'utilise pas ce mot-là, je pense, c'est pourquoi ces deux-là? Parce qu'en fait, si l'écoféminisme ou les écoféministes veulent être une approche radicalement intersectionnelle, pourquoi est-ce qu'on garde seulement la question d'écologie et la question du féminisme, alors qu'en fait, il y a plein d'autres luttes qui doivent s'insérer dans des perspectives de lutte politique radicale. Et je pense que c'est ça qui me gêne un peu dans le terme écoféminisme. Genre, pourquoi juste éco et féminisme? Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. D'accord. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Éco, décolo, oui, c'est ça. queer, féministe. Sûrement qu'on pourrait parler du terme écoféministe encore longtemps, là, mais est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'ajouter quelque chose? Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Pas de question. C'est la fin. Merci beaucoup. Merci.